sinyama iwasafa isizwe saba kabula mali chalani botelise wemaye wemodo pasapasa pelisize sinyama iwasafa isizwe saba kabula mali chalani botelise wemaye yakala pasapasa pelisize sinyama iwasafa isizwe saba alamula mali chalani botelise wemaye wemodo Nous revenons avec Alain Bouloudjoa pour parler toujours de ce réveil, du réveil africain, partant bien sûr de la RDC comme pays solution, comme je disais, Frantz Fanon l'a si bien dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au niveau de la RDC. L'actualité, comme je vous avais annoncé lors de la première mission, nous commençons par l'actualité nationale et puis nous allons prendre l'actualité au niveau continental qui reste dominée par l'élection du nouveau président sénégalais à plus de 50%. C'est une première qu'un opposant puisse remporter au niveau du premier tour l'élection présidentielle au niveau du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans. En tout cas, ça mérite beaucoup de félicitations. Nous allons analyser cette actualité avec Alain Bouloudjoa. Mais commençons par l'actualité au niveau national avec cette interview accordée par le président rwandais concernant la situation tendue, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Kagame a avancé des choses. Nous allons avoir les points de vue d'Alain Bouloudjoa, sans oublier, bien sûr, aujourd'hui, une nouvelle nous est parvenue, un cadre du PPRD, Henri Magie. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je n'ai pas vu le communiqué du PPRD pour se désolidariser d'Henri Magie, mais jusqu'à présent, Henri Magie, jusqu'à preuve du contraire, Henri Magie demeurait et cadre au niveau du PPRD parmi les jeunes du PPRD qui rejoint M. Corneille Nangaa dans la rébellion avec l'AFC. Il y a également Yannick Chisola, également d'autres jeunes du PPRD qu'on a vu. Alain Bouloudjoa, merci pour votre présence. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci à vous par contre pour l'invitation. Alain Bouloudjoa, la première émission, je ne sais pas si je pourrais parler d'un succès, mais du moins les gens ont aimé, les gens m'ont écrit, m'ont demandé de vous ramener. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a eu beaucoup, je ne sais pas, d'autres, certains n'étaient pas très d'accord aussi avec ce que vous aviez élagué comme argument ici. Mais du moins, nous allons continuer et parler d'autres choses. Alors, on commence par l'actualité au niveau national. Comment est-ce qu'avez-vous accueilli cette annonce? Henri Magie, que vous connaissiez certainement mieux, fait partie désormais de la rébellion en connivence avec les M23. Quelle est votre lecture des faits? Cette fois-ci, c'est vrai qu'on accuserait les M23 plus de Rwandais, c'est ce qu'on nous dit. Alors là maintenant, c'est des Congolais, des jeunes Congolais. Comment est-ce que vous analysez cette question? De plus en plus de jeunes Congolais rejoignent cette rébellion avec Corneille Nangaa. Bon, par rapport à la formulation de la question, je trouve que c'est un fait naturel. Oh. Ah oui. Un fait naturel. Je trouve que c'est un fait naturel en tant qu'humain. Lorsque vous vous Congolais sentez... ne peut pas entrer en rébellion contre son pays. Ah bon? C'est pas naturel? Je ne pense pas. Ah bon? Mais ce n'est pas la première fois. Parce que si déjà vous avez plébiscité tous ceux qui ont eu à prendre des armes, naturellement, ça devient une norme. Parce que dans notre pays, pour accéder au pouvoir, il faut prendre des armes. Oh. Et ça a commencé il y a bien longtemps. Dans ces pays, pour accéder au pouvoir, il faut prendre des armes. En tout cas... sauf Étienne Tshisekedi, l'UDPS, ne disons pas Étienne Tshisekedi. Oui, mais c'est ce qu'on vous présente. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il n'était pas loin des sécessionnistes avec Molopo et Kalonge.
Il était membre de l'UDPS et du MLC Kalonge. Et donc, vous comprenez que dans notre pays, nous avons accordé des chèques en blanc à des gens qui prennent des armes. Et même si vous lisez notre constitution, apparemment cette constitution n'est pas loin de valider la démarche de prendre des armes ou de faire échec à un groupe de gens qui prennent le pouvoir. L'article 104, de prendre des armes justement pour faire échec à un individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Alors, en réalité, la société qui se veut être équilibrée a besoin d'avoir une opposition. Et si nous étions dans un pays sérieux, nous devions plutôt nous questionner sur l'état des lieux de l'opposition. Ah, on doit d'abord commencer par faire l'état des lieux de l'opposition. Vous constatez, qu'est-ce que vous constatez? Que l'opposition n'existerait? Non, le problème c'est que l'opposition actuelle, nous qui faisons l'opposition potable, l'opposition démocratique et républicaine, apparemment on n'est pas considéré dans ces pays. Déjà, c'est lui qui fait office, ça n'a rien à voir avec l'opposition en réalité. Ça c'est un problème de justice et je crois que si nous voulons lier ces faits-là avec ce que nous disons, on risque de tomber d'accord que c'est effectivement la justice est au service de ceux qui sont au pouvoir pour brimer cette opposition. Nous devons savoir que la société équilibrée voudrait à ce qu'il y ait la dialectique. Je ne cesserai de le dire. Le pouvoir présente ou amène sa thèse, l'opposition l'antithèse pour qu'il y ait la synthèse. Et c'est ce qui justifie dans une large mesure l'équilibre sociétal que nous souhaitons. Fort malheureusement, on se rend compte que ceux qui sont au pouvoir veulent brimer, veulent apprivoiser l'opposition. Nous qui sommes... C'est la politique, Alain Boulou. Non. La politique ne serait pas une église? Non. Ça, c'est une définition erronée de la politique. En France, il y a une opposition, il y a un pouvoir. Jamais vous verrez le pouvoir commencer à utiliser les instruments de l'État pour brimer l'opposition. Ne pas des chèques en blanc, même en France, à l'opposition, Alain Boulou. Non, mais la constitution, le loi et même la coutume démocratique qu'il y a dans ces pays-là interdisent au pouvoir de brimer l'opposition. Voilà pourquoi vous trouvez en France, l'opposition a le moyen de communiquer, d'organiser des actions. Et si le pouvoir se sent bloqué, le pouvoir peut recourir à la sagesse ou à l'intelligence qui sont dans l'opposition justement pour donner des orientations. Parce qu'à leur niveau, ils ont fait une démarcation entre le combat politique et la question de la gouvernance. Alors, on finit. Chez nous, il y a effectivement un problème. On ne veut pas laisser ceux qui ont opté pour une démocratie saine de mener des actions, naturellement, des gens qui ne supportent pas cette réalité ont toujours tendance à prendre des armes pour renverser le régime ou le système politique qui est imposé. Alors, ils doivent maintenant faire le choix entre nous qui n'utilisons que les réseaux sociaux, la télé, la radio, les stylos, et ceux qui prennent des armes. Apparemment, chez nous, on ne nous considère pas. Parce que quand on vous dit opposition à péter, opposition à faible, juste parce que vous n'organisez pas de manifestations. Non, mais ça met à nu les vraies intentions. Parce que n'oubliez pas, à une certaine époque, pendant que le papa biologique et idéologique de M. Félix qui était au pouvoir, on a eu assassiné des opposants, et justement parce qu'il voulait imposer une pensée unique. On finit très vite sur ce point, Alain Boulou. Êtes-vous d'accord avec des gens qui estiment qu'on doit retirer la nationalité à ces Congolais qui rentrent en rébellion contre les institutions établies? Non, le problème c'est que c'est ce qu'on appelle les états d'âme. Qui a donné à qui le pouvoir de ravir à quelqu'un une nationalité d'origine? C'est une proposition. Non, mais la proposition ne peut pas être... cette proposition apparaît folle. Parce que là, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est déjà régenté par la Constitution et la loi. On ne peut ravir ou retirer la nationalité qu'à ceux qui l'ont acquis par une démarche administrative.
Mais ceux qui sont Congolais d'origine restent Congolais d'origine. Quand même que les dispositions de l'article 10 entrent en antagonisme ou en confusion avec la philosophie de la nationalité, mais nous savons que la nationalité d'origine ne peut pas être ravie. Quel est l'acte? Quel est le soubassement de cet acte qui va ravir ou qui va enlever la nationalité? Alors, il reste Congolais, mais fort malheureusement, je peux peut-être vous le dire, M. Félix Tshisekedi n'étant pas sincère, vous allez vous rendre compte qu'ils sont au service de même maître. Que ce soit ceux qui prennent les armes, ceux qui font semblant de prendre les armes, et ceux qui font semblant d'être au pouvoir, ont le même parrain, ont le même visé. Tous, sans exception, sont dans la vision Imatuchi. Alors, Alain Boulou-Djoua, très vite, vous ne voyez pas que c'est une bonne chose, ça a suscité un débat, ça suscite même jusqu'à présent un débat. Vous ne voyez pas que ce serait mieux d'élever, d'appliquer, d'exécuter la peine de mort? Vous ne voyez pas que ce serait une solution pour mettre fin à ces choses? Bon, je pense que le débat a sa raison d'être. Le débat a sa raison d'être. Mais je ne pense pas que c'est bien réfléchi jusque-là. Parce que en suivant ce qui s'est dit, je me rends compte qu'ils n'ont même pas pris le soin de mûrir leurs propres idées. Ils veulent restaurer la peine de mort, mais ils ne savent pas comment le faire. Ils veulent restaurer la peine de mort, mais ils ne savent pas qui doivent être ciblés dans cette... On parle des traîtres, on parle... Non, mais comment vont-ils définir la traîtrise ou le traître de lors qu'eux-mêmes n'ont pas fixé la base de leur raisonnement sur de faits rationnels? Plus dans l'armée des... Cher ami, un membre de l'armée, un militaire qui quitte notre armée pour le M23 est protégé par les accords dûment signés par le même gouvernement. Quel accord? Non, mais ils ont signé des accords de cessez-le-feu, de reddition. Vous dites quoi? Vous répétez un peu, un membre de l'armée qui quitte l'armée loyaliste pour aller au M23. Oui, est protégé par les accords dûment signés par votre gouvernement. Le gouvernement actuel. Ah, bien évidemment, votre gouvernement a signé des accords. Il n'y a pas de traîtrise, selon vous? Non, mais il y en a. Mais je considère que l'approche telle que développée ne correspond pas aux réalités sur le terrain. Parce que ce qui est vrai, en signant les accords avec le M23, avec le Codeco, de cessez-le-feu, des réductions, de cantonnement et de réinsertion sociale, exige à ce qu'il y ait une loi d'amnistie. Exactement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer la réinsertion sociale dès lors qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Qui dit loi d'amnistie, c'est-à-dire abandon de poursuite. On peut appliquer la peine de mort contre les militaires qui sont loyaux ici en République démocratique du Congo, mais on ne pourra pas appliquer la peine de mort contre le groupe qui ont traversé. Parce qu'ils sont protégés par les accords. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de maladresse. Alors, Alain Boulou-Djoua, les temps nous talonnent un peu. On prend très vite l'interview du président rwandais au niveau de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Je suivis particulièrement cette interview. C'est vrai qu'il y a eu des points déjà soulevés par des confrères, mais moi j'aimerais essayer un peu d'épingler quelques points. Quand Kagame dit clairement qu'il ne peut pas négliger l'annonce faite par le président de la République. C'est vrai que le président, c'est déjà bon, je ne parlerai pas des revirements, c'est rebuffé, mais le président avait dit que le contexte ne permet plus à ce qu'il puisse avoir une guerre. Mais Kagame dit qu'il ne peut jamais prendre ces déclarations à la légère parce qu'il pourrait se réveiller un bon matin comme ça. La RDC a attaqué le Rwanda, donc il se prépare et il continue de se préparer. Et ça veut dire quoi cette déclaration de Paul Kagame? Bon, au-delà de tout autre... Il n'a pas peur du Congo, du Grand Congo. Non, mais attention. Le Congo est grand sur le plan superficie, sur le plan démographique, mais le Congo est faible. Le Congo est petit par rapport à la qualité de ceux qui les gouvernent. Vous savez, l'histoire du Japon et de la Chine en dit tout. Allons-y. Sur le plan géographique, sur le plan étendu, la Chine est plus grande que le Japon. Ouais. Sur le plan démographique, la Chine était toujours plus grande que le Japon, mais le Japon a eu à coloniser, à diriger la Chine. Ce n'est pas la taille de l'État qui fait la grandeur de la nation ou de l'État.
C'est la qualité de la gouvernance qui fait d'un État un grand et un petit. Nous sommes effectivement un petit pays, justement parce que nos dirigeants ont une vision minimaliste et qui n'ont pas des qualités exigées par par la gouvernance, par l'art de gouverner. Alors, lorsque M. Félix Tshisekedi s'est hasardé à faire des déclarations tapageuses, il dit même plus loin que, là, en tout cas, vous me permettez, il dit que le président de la RDC n'arrive pas à mesurer les implications de ses propos étant que président de la République. Fort malheureusement, il n'est pas le premier à l'avoir dit. Moi, je l'ai dit bien longtemps, pendant qu'il flirtait encore avec Félix Tshisekedi. Moi, je le disais parce que par moment, il y a beaucoup de légèreté dans son langage. Mais là, c'est pratiquement... Monsieur Félix Tshisekedi... oui et non. Monsieur Félix Tshisekedi s'est permis de faire la déclaration de guerre sans mesurer les conséquences, que ce soit sur le plan interne que sur le plan international. C'est quand même grave. Lorsqu'un président de la République, en public, dans un cadre inapproprié... Dans une émission, il avait... avant, il a fait ça au niveau de Sainte-Thérèse. Et quand il le disait avec autant de légèreté. Il ne comprenait pas la portée politique et diplomatique de ce qu'il a dit. Autant de légèreté. Le peuple souffre. Non, mais le peuple souffre, mais les dirigeants ne sont pas obligés de réfléchir comme les hommes de la rue. Ils doivent réfléchir en tant qu'hommes d'État en mesurant ce qu'ils disent. M. Félix Tshisekedi a fait maladroitement la déclaration de guerre. Alors que sur le plan opérationnel, sur le plan tactique, sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique et même politique, il n'a mené aucune démarche. En réalité, dans l'esprit de la Constitution, je crois à l'article 86 de notre Constitution, il est clairement dit, avant que l'on déclare la guerre, on doit se rassurer de l'opérationnalisation de la guerre. Voilà pourquoi on commence toujours par le gouvernement, on consulte le Conseil supérieur de la défense pour voir si, sur le plan logistique, sur le plan humain, sur le plan tactique, sur le plan technique, nous sommes en mesure de faire la guerre. C'est par après que le gouvernement prend la décision. Cette décision doit être validée au niveau du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement, qui est la représentation de la nation, doit donner son point de vue sur le plan sociologique. C'est juste après que l'on fait la déclaration. Est-ce qu'il n'y a pas une formalité, juste une procédure? Non, c'est une option de gestion. Parce que M. Félix Tshisekedi, qui fait ses incantations, n'a pas la maîtrise du terrain. La guerre se mène pas comme on fait dans le jeu de Nintendo. La guerre se mène dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous commencez, il faut avoir une idée sur le coût financier et économique de la guerre. Il faut savoir que ça aura des implications, que ce soit sur le plan interne que sur le plan international. Chaque pays aura des alliés et cela peut aussi avoir une incidence sur le plan diplomatique au niveau national. Alors, et donc, vous comprenez directement qu'on a donné le pouvoir de décider à des gens qui n'ont pas la capacité nécessaire pour comprendre la profondeur et la sévérité. Alors, lorsque M. Kagame, et fort malheureusement, c'est lui qui l'a dit, considère que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de maîtriser, je le disais souvent, parce que moi, personnellement, je sais que le fait seulement qu'il n'a pas le background nécessaire, il peut constituer un danger pour la République. Alors, Alain Bouloudjoa, très vite, en tout cas, on va finir également ça. Kagame dit ceci, Alain Bouloudjoa, que le président de la République sera en train de monter la SADC contre l'EAC. Il sera en train de créer des confusions entre les organisations sous-régionales. Plus loin encore, il dit clairement que la RDC ne sait pas obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire la paix. La RDC, apparemment, selon lui, ne sait pas comment obtenir ça. Comment il peut tenir ces gens des discours, monter, créer de la zizanie entre les institutions, les organisations sous-régionales, et puis que la RDC n'arrivait pas avec toute l'élite congolaise, la RDC n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle veut? Bon, généralement, dans les prises de décision de ceux qui sont au pouvoir, ils se basent sur les déclarations de la rue. Voyez-vous, quand il y a une clameur, quand il y a deux voix qui s'élèvent, ils suivent les émissions, ils font des copier-coller et puis ils en font de politique publique. Mais alors qu'en réalité, on devait réfléchir à deux fois. La première des questions... Mais c'est le peuple qui parle, on doit tenir compte de l'opinion du peuple. Non, mais c'est pas comme ça que... C'est la démocratie également. Non, c'est pas ça la démocratie. La démocratie
dans des États, impose un côté aristocratique. Parce que si nous étions dans une démocratie sauvage, c'est le peuple qui allait décider en dernier ressort. Mais qu'est-ce qui s'est fait? L'élite conçoit un projet de constitution, on soumet au référendum, la population valide et c'est ce qui est appliqué. C'est-à-dire que c'est la science qui précède le choix de la population. Chez nous, on veut faire l'inverse. C'est la même manière qu'ils gèrent leur parti, l'UDPS. C'est-à-dire que une pyramide renversée, c'est la base. Non, c'est pas ça la démocratie. Vous ne trouverez jamais un pays où le peuple décide sans consulter l'élite. C'est toujours l'élite qui oriente. C'est ce qu'on appelle le leadership. Alors, le fait seulement que vous n'avez pas un leader à la tête du pays, il est en train de naviguer, d'être conduit au gré des vagues. C'est-à-dire qu'il n'a pas une capacité de fédérer et aujourd'hui nous sentons que nous avons un problème. Tenez, comment sommes-nous arrivés à être membres de l'EAC? C'est ça la grande question. Oui, c'était à cause il y a eu cette histoire de la zone de libre-échange, et ainsi de suite, la libre circulation. Non, mais peut-être plus, en tout cas pour des visées économiques, hein, c'est ce qu'ils nous ont présenté. Non, mais c'est ridicule. Parce que tout ce que nous avons tenté de trouver ou de chercher au niveau de EAC, on en avait déjà au niveau de COMESA. Tous les membres de EAC sont membres de COMESA. En tout cas, l'essentiel sont membres de COMESA. Sauf peut-être si on ne va pas compter la Tanzanie. Tous ces membres, tous ces pays-là sont membres de COMESA. Tout ce que nous pouvions obtenir de EAC sur le plan économique, on pouvait les obtenir au niveau du COMESA. L'avantage du COMESA, le COMESA n'a pas de visée directe sur nous. Alors que EAC est constitué essentiellement de gens qui ont une vision commune que nous n'avons pas. La vision Imatuchi. C'est ce qu'on n'en parle pas assez. Parce que c'est une question sensible. La suprématie de Tutsi sur les autres races noires. Il y a également des Tutsis qui sont des Congolais. Hein. Là, vous n'allez pas... Non, il n'y a aucun Tutsi qui est Congolais. Là, on en entre. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est ça le problème. Il n'y a aucun Tutsi. Le Tutsi, c'est le nom des Congolais, non? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, moi, je ne peux pas perdre mon temps à faire confiance à ce que M. Félix Tshisekedi dit. Même Kagame ne lui fait plus confiance, bien qu'ils sont dans le même lot. Ce qui est vrai, c'est que il y a des pays dont les dirigeants sont porteurs de cette vision. Comment Kagame est-il devenu président? Comment Museveni est-il devenu président? Ce sont de putschistes, si je peux le dire ainsi. Ils ont été soutenus avec le financement du Kenya. Museveni est devenu président. Il a recruté un certain nombre de jeunes, notamment Kagame. Il a été formé au niveau de l'Ouganda et au niveau des États-Unis, justement pour appliquer cette vision Imatuchi, la domination de Tutsi au niveau de la partie est du pays. Et M. Kagame, qui était agent au niveau de l'Ouganda, a été soutenu avec tous les autres pays, justement pour renverser le pouvoir au Rwanda et au Burundi. Il fut un chef MG même. Il était chargé de renseignements au niveau de l'Ouganda et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Deuxième étape, il fallait récupérer une bonne partie du Congo. C'est dans ces cadres-là, en 1969, que 3 États se sont organisés pour créer EAC. Vous comprenez? Dans cet EAC, leur vision de départ était de faire la promotion de ce que nous disons là. Ils ont eu à intégrer d'autres pays. Ils sont arrivés à avoir 6 membres. En 1997, on nous a lancé la première invitation. L'État congolais a refusé. M. Félix Tshisekedi a accepté de nous amener là et il devait avoir un parrain, quelqu'un qui pouvait le porter au niveau de EAC pour adhérer à la vision de EAC. Ce qu'on nous présente, ce n'est pas ce que EAC est en réalité. EAC cherche à devenir un État fédéral. Alors, M. Félix Tshisekedi il flirtait avec Kagame. Ils se sont résolus, fort malheureusement,
de nous faire adhérer dans EAC. Déjà, dans son discours d'investiture, entre guillemets, de 2019, il avait annoncé notre entrée dans EAC. Au mois de mars 2022, EAC a pris certaines décisions sur nous, alors que nous n'étions pas encore membres effectifs. La signature est intervenue au mois de mai et nous avons déposé les instruments de ratification le 11 juillet 2022. Mais déjà au mois de mars, EAC a pris des décisions sur nous, de désarmer toute la zone allant de Faradje, Aru, jusqu'au Tanganyika. C'est cette zone-là qui est ciblée par Kagame. Vous comprenez? Alors, nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, comment pouvez-vous prendre les risques de nous amener dans EAC que vous ne maîtrisez pas? J'ai dit à M. Félix Tshisekedi, il y a 2 banques qui ont été rachetées maladroitement avec votre accompagnement, votre bénédiction. Il y a Equity qui a acheté BCDC, il y a KCB qui a racheté Tembe. Equity, c'est une banque kenyane soutenue essentiellement par l'ancien président qui était son parrain politique. Au Kenya. KCB a racheté Tembe. Les 2 banques sont des banques essentielles pour les transactions de services de renseignement ou les services spécialisés. KCB est constitué essentiellement de membres, son capital est constitué essentiellement de membres de EAC. Vous comprenez? C'est-à-dire que KCB est dans le réseau Imatuchi pour financer les opérations. Alors, le fait seulement que lui n'avait pas compris, il a tenté de se ressaisir en dernière minute. Et maladroitement, il a appelé la SADC pour nous venir en appui, parce que nous lui avons dit, au regard de réalité, il fallait plutôt recourir à la SADC et non à EAC, parce que le Rwanda a une influence telle que aucune décision ne peut passer dans EAC sans que le Rwanda et son parrain, qui est Museveni, ne donnent leur point de vue. Donc ils ont un veto là-bas. Non, mais ce sont eux qui sont chargés de l'opérationnalisation de la vision. Et donc, cela a posé problème. Alors, M. Félix Tshisekedi, cherchant à aller vers la SADC, très vite, il était buté à un problème. Avant d'aller vers la SADC, il a signé des accords. Des accords dans le cadre bilatéral avec l'Ouganda, des accords bilatéraux avec le Rwanda, avec le Burundi, et ainsi de suite. Deuxième élément, ils ont pris ces accords, ils les ont amenés au niveau de EAC. M. Félix Tshisekedi a signé des accords au niveau de EAC qui cristallisent les accords qui ont été signés dans le cadre bilatéral. Et dans cet accord-là, cet accord de Nairobi a été cristallisé au niveau de Luanda. Au niveau de Luanda, il y avait l'Union européenne et l'Union africaine qui avaient facilité les choses. Il y avait la SADC qui était représentée, il y avait l'Union européenne, il y avait les Nations unies avec le Conseil de sécurité. C'est-à-dire que l'accord qui a été signé au niveau de Luanda impose à M. Félix Tshisekedi de continuer à respecter ce qui a été fait au niveau de Nairobi. Cela sous-entend quoi? Pour que la SADC intervienne, la SADC ne peut intervenir que si on est là pour faire respecter les cessez-le-feu. Ah, d'accord. La SADC ne peut pas attaquer le M23 parce qu'ils ont un statut particulier par rapport aux accords déjà signés par M. Félix Tshisekedi. Et donc vous comprenez qu'il y avait un problème. Sauf s'il veut aller dans le cadre bilatéral, il peut user de certains membres de la SADC pour attaquer le M23. Et c'est là, ça ne sera pas dans le cas de la SADC. C'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de décryptage sur cette interview de Paul Kagame, mais il a glissé un point là dessus, en évoquant également l'accord du Rwanda. Je ne sais pas, moi je n'ai pas encore entendu parler de ça dans notre gouvernement. C'est vrai qu'on parle de Nairobi, Luanda, mais l'accord du Rwanda, je ne sais pas si vous aviez un peu d'idées sur ça, l'accord du Rwanda. Il a parlé de ça en disant que la solution se trouverait dans l'accord du Rwanda, accord de Nairobi et de Luanda. C'est ce qu'il a dit. Fort malheureusement, c'est ce que je viens de vous dire. Il y avait des accords dans le cadre bilatéral
ces accords ont été cristallisés au niveau de la sous-région. Les accords ont été renforcés. Non, mais justement, déjà sur le peuple. Non, mais parce que les gens ne veulent pas écouter, c'est que nous disons. C'est ce que nous disons. Non, mais c'est ce que nous disons, ça fait pratiquement 5 ans, je dis la même chose. Sur le plan sécuritaire, les services doivent travailler en collaboration. Ah, c'est ce que les docteurs Mukwege auraient dit. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il fallait placer dans nos services la représentation du Rwanda. Au niveau de la DGM, au niveau de l'ANER, au niveau de services spécialisés justement, pour que nous mettions fin à ce qu'eux appellent le FDLR et les Interahamwe. Vous prenez sur le plan économique, comme le pays, le Rwanda, a besoin d'un accompagnement, il faudrait que nous transactions avec eux. C'est-à-dire que nous mettions en place un mécanisme d'exploitation, un mécanisme conjoint d'exploitation de nos ressources pour que le Rwanda en profite. Ça, c'est une proposition de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui a fait cette proposition. Et dans ces cadres-là, ils ont trouvé, les deux ont trouvé des parrains. Le parrain qui ont porté le projet, c'est les Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Alain Bouloudjo, très vite on y va. Le Conseil de sécurité s'est tenu hier. Les États-Unis reprochent à la RDC de soutenir, d'appuyer les Wazalendo. Or ici, les gouvernements congolais nous présentent les Wazalendo comme des patriotes, des Congolais comme nous qui défendent les pays, la nation. Alors, comment expliquer que, apparemment, en écoutant les autres puissances, elles ne sont pas, en termes de puissance, elles ne sont pas très rigoureuses à l'égard du Rwanda. Par contre, quand il s'agit de la RDC, on sent que comment nous interdire de soutenir nos compatriotes qui sont en train de mener une lutte noble, que le gouvernement et les peuples applaudissent. Heureusement ou malheureusement, ce sont des choses que j'ai eu à fustiger, que les gens n'ont pas voulu suivre. J'ai toujours dit ceci. Le Wazalendo tire leur substance dans les dispositions pertinentes de l'article 63 de notre Constitution. Qui stipule? La défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Exactement. Il est reconnu à tout Congolais le droit, surtout le devoir, de protéger l'intégrité territoriale et même l'unité nationale. C'est ce qu'ils font. Attention. Nous sommes allés, nous avons porté le dossier au niveau international. Le dossier est arrivé au niveau international, nous avons signé des accords de cessez-le-feu. Il y en a plusieurs. Vous comprenez? Cet accord a été cristallisé au niveau international. Sa force de loi, ça doit s'appliquer, ça doit s'imposer à nous. L'État s'est refusé librement, en signant ces accords, à attaquer le M23. Vous comprenez? Yeah. Alors, ils se sont rendus compte que l'accord ou les accords signés n'étaient pas en notre avantage. Ils veulent maintenant user de l'article 63. Parce qu'au départ, le Wazalendo avait demandé au gouvernement, ils avaient proposé au gouvernement leur soutien, leur apport. Le gouvernement au départ avait refusé. L'armée congolaise ne pouvant pas attaquer les M23, maladroitement comme d'habitude, ils ont préféré utiliser le Wazalendo. Oh, le gouvernement, l'armée utilise les Wazalendo. Non, l'État congolais. L'État congolais, effectivement. Les Wazalendo bien évidemment, ils ont utilisé le Wazalendo pour attaquer. Ce n'est pas donné agréé tant que les patriotes. S'il vous plaît. Le Wazalendo ont proposé au gouvernement de leur service. Le gouvernement, au départ, avait refusé. Après, le gouvernement, maladroitement, a accepté le service pour contourner l'accord de cessez-le-feu. Je leur avais dit ceci. Vous avez commis une bourde, le fait d'avoir soutenu officiellement le Wazalendo. Parce que si c'est dans le cadre d'un mouvement d'autodéfense, ça échappe au contrôle de l'État. Ça n'a pas un caractère légal. Le fait seulement qu'on a posé la question à ces fameux ministres en charge de médias, on lui a posé la question sur le Wazalendo. Il a dit ce sont des patriotes. C'est-à-dire qu'il leur a apporté son soutien. Ça revêt directement un caractère officiel.
Je leur avais dit, attention, peut-être que vous ne prenez pas le soin de réfléchir sur ça. Parce que au-delà de questions d'État, vous avez d'autres dossiers, vous avez des dossiers d'argent, et comment vous enrichir. Mais nous sommes focus sur des questions d'État parce qu'on n'a que ça. Alors, nous leur avons dit, vous ne pouvez pas soutenir. On pose la question à M. Félix Tshisekedi. Il dit, oui, ce sont des patriotes. Comment vous, qui êtes le commandant suprême, pouvez encourager des groupes armés alors que vous êtes dans une démarche légale? Ils n'avaient pas compris. Ils ont dit, non, voilà, les Wazalendo, en collaboration avec l'armée, auraient repris des territoires et ainsi de suite. Ce n'est pas formel. Ça ne pouvait pas être soutenu officiellement par les institutions. Le fait de l'avoir fait, ça nous charge maintenant. C'est-à-dire que nous n'avons pas respecté les cessez-le-feu et c'est nous qui sommes à la base de la déstabilisation de la zone. Et au-delà de ça, on nous reproche encore le fait de soutenir les FDLR. Je peux vous démontrer. C'est même l'argument de Kagame. Monsieur Félix Tshisekedi a validé l'argument de Kagame. Maladroitement. En disant qu'il veut renverser le pouvoir de Kagame pour permettre aux Rwandais de connaître la démocratie. C'est-à-dire qu'il va soutenir les adversaires politiques de Kagame. Mais Félix Tshisekedi l'avait dit aussi, on a les vidéos. Monsieur Félix Tshisekedi. Il a repris, en fait... ah, mais effectivement, c'est maladroit. C'est maladroit. On n'a pas besoin de dire ce que l'on veut faire, de lors qu'on n'a pas mûri l'idée. Et même si on le faisait, ce n'est pas nécessaire de le dire. Parce que quand vous soutenez les ennemis de votre ennemi, est-ce nécessaire de le clamer? Il suffisait seulement de le faire. Kagame le fait chez nous. Il n'a jamais déclaré qu'il soutenait les M23. Donc vous comprenez, il y a beaucoup de maladresse. Alors ce qui est aberrant, ce qui est grave, le gouvernement congolais est en train de préparer le terme de référence de la rencontre entre Kagame et M. Félix Tshisekedi. Dans leur terme de référence, ils ont pris l'engagement de neutraliser les FDLR. Et vous serez surpris demain de voir que, effectivement, la communauté internationale vous dise que vous avez soutenu les FDLR. Kagame a également, au cours de cette interview, posé ses conditions. Il a dit comme Félix Tshisekedi, le président, il a posé des conditions pour rencontrer les Rwandais, et ainsi de suite. Lui également, il pose des conditions. Mais on n'entre pas dans ça, on court derrière les temps, on prend très vite l'actualité au niveau africain. Nous avions eu assez de temps pour parler de l'actualité qui concerne les pays. On prend l'élection de Bassirou Diomaye Faye, Alain Bouloudjoa, un jeune qui devient d'ailleurs le plus jeune président de l'histoire du Sénégal. Selon la lecture au niveau du continent, il inspirerait confiance. Il serait crédible, c'est vrai, du fait de son mentor, Ousmane Sonko. Mais est-ce que vous êtes d'accord également que ces jeunes, en prenant avec cette tendance, on a vu également des jeunes au niveau de Burkina Faso, Mali, ainsi de suite, ces jeunes, en prenant les pouvoirs, feront mieux, ou soit ils ne referont pas les mêmes bêtises que les anciens? Bon, c'est un grand défi. C'est un grand défi et je ne pense même pas qu'il soit jeune. Peut-être que nous définissons... à 44 ans. Non, mais il n'est pas jeune. Il est plus jeune que ce qui était là avant. Ah, d'accord. Parce que la jeunesse doit se limiter à 35 ans. On ne peut pas être jeune toute la vie. Il a 44 ans, il est classé parmi... il n'est pas loin de nous autres. Des jeunes et vieux. Voilà. Il va vers la vieillesse déjà. C'est un jeune dynamique. Personnellement, je le suis il y a plusieurs années. Et même son mentor, je le suis également. Ce sont des jeunes qui veulent changer les systèmes de gouvernance. C'est-à-dire qu'ils s'opposent au système institué ou instauré. Est-ce qu'ils ont ses épaules pour faire face? Non, mais c'est ça maintenant la grande question. Le problème, c'est que Macky Sall n'a pas totalement échoué. Ah là, c'est vrai. Voyez-vous, en termes de réalisation, il y a eu des infrastructures. Même en termes de démocratie, c'est vrai qu'on a brimé l'opposition. Vers la fin. Au cours de son mandat, l'opposition... Il y a eu une sorte de déviationnisme parce que justement, il était dans la boulimie du pouvoir.
Pourquoi a-t-il échoué? Parce que le Sénégalais considère qu'il n'a pas bien servi le peuple. Les Sénégalais ont choisi la rupture. Non, mais ils ont choisi la rupture, mais le message qui est en sourdine est plus adressé aux Occidentaux. En disant quoi? C'est-à-dire que les Sénégalais ne veulent plus être assujettis par la France. C'est vrai qu'on reprocherait que c'était lui les parrains, les parrains de tous les présidents. Voilà, c'est-à-dire qu'on le considérait comme un parentin, quelqu'un qui était au service de la France. Le Sénégal, qui a une sortie à l'océan, il exploite le système de transport grâce aux compagnies françaises, notamment Bolloré. Vous avez certains pays voisins qui profitent aussi du Sénégal, justement pour leur permettre dans le cadre de transactions, dans le cadre des échanges entre États, ils veulent assez que le Sénégal s'en sorte, parce que au regard de sa situation géographique, il y a beaucoup d'attentes. La population sénégalaise a besoin, surtout la population jeune, la vraie jeunesse, a besoin d'emploi, a besoin que l'on réduise le taux de chômage, qui avoisine pratiquement 25%. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais officieusement, on sait que ça va au-delà de ça. Ils doivent donner de l'espoir dans la construction de logements, en termes de desserte en eau potable, en termes d'électricité, en termes de transport, en termes de tout ça. C'est-à-dire que les ambitions de la population vont au-delà de leurs capacités. C'est possible de mener des grandes réformes, mais ce n'est pas possible de les appliquer en 5 ans. C'est-à-dire que s'ils veulent bien faire les choses, ils doivent éviter de vendre du vent. Parce que le fait seulement qu'ils viennent pour la rupture, ils doivent revoir certains contrats qui ont été signés par leurs prédécesseurs. Vous comprenez? Cela sous-entend quoi? Ils auront plus d'ennemis que d'alliés. Exactement. Alors, le fait de refaire le contrat. Le fait de refaire le contrat, de briser ce qui a été conçu par le prédécesseur, ça crée une rupture. Exactement. Cette rupture ne sera jamais sans conséquence. La grande question, le feront quand et comment? Et mais il y a même ces débats. Comment est-ce que vont se départager en termes de gestion entre lui et son mentor? Parce que pratiquement, les soutiens qu'il a bénéficié, c'est les soutiens de son mentor. Non, l'État, dans sa gestion, a plusieurs dimensions. Lui, il est dans ce qui est structurel. Officiel. Il est dans ce qui est légal. Mais sociologiquement, il peut compter sur ses partenaires. Il n'y a pas que Sonko, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues. Voyez-vous, ils ont des alliés, ils doivent s'organiser, ils vont mettre en place un gouvernement, attention, pas des récompenses, mais un gouvernement des défis. Parce que être au gouvernement n'est pas être au gouvernement. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le pouvoir. Vous pouvez être conseiller du président, mais vous êtes plus influent. On a vécu ça dans ces pays. Samba Kaputo, Katumba Manke, ils ont eu pratiquement à co-gérer ces pays sans nécessairement avoir de fonction d'éclat. Il suffit seulement d'être influent et de consolider pour que vous arriviez effectivement à donner des orientations. Le problème maintenant, c'est d'abord la gestion des ambitions individuelles. C'est-à-dire, celui qui est très populaire n'a pas le pouvoir, celui qui n'est pas assez populaire a le pouvoir. En réalité, dans le réflexe politique, celui qui a le pouvoir de l'État, pour se sentir dans la plénitude du pouvoir, doit chercher à étouffer celui qui a le pouvoir sociologique. S'ils arrivent à surmonter cela, le reste, ça sera facile. Alors, et deuxièmement, ils doivent éviter de basculer vers la Russie. Parce que le Sénégal n'a pas la même réalité que les autres États. Si ça hasardait à chambarder l'ordre économique qu'il y a aujourd'hui au Sénégal, il y aura plus de grandes sociales et ils ne supporteront pas parce qu'il y a d'autres jeunes qui ne voudront pas s'affranchir. C'est vrai, vous nous accordez un peu 5 minutes, on finit ça. Alain Boulodjoua, vous êtes économiste et il est pour la fin du franc CFA. Comment est-ce que vous réagissez en tant qu'économiste? J'en ai parlé, je crois, c'était en 2012, 2013, 2014. J'étais consultant ponctuel au niveau de certaines chaînes ici, et même en 2016, j'en ai parlé chez Télé 50.
Sincèrement, c'est insultant. C'est injurieux d'avoir une monnaie qui conditionne les gens dans une sorte de colonie éternelle. Ils doivent quitter le franc CFA. Mais attention, quitter le franc CFA ne vous garantit nullement de la convertibilité de la monnaie. Vous pouvez avoir une monnaie à vous, mais cette monnaie risque d'avoir une limitation en termes d'influence. C'est comme le franc congolais. Nous avons une monnaie qui résulte de notre souveraineté, mais qui est locale, qui n'a aucune valeur. Or, avec l'intégration régionale qui a déjà commencé au niveau de l'UEMOA, toutes ces organisations dont ils sont membres, ils doivent avoir une monnaie unique pour toute la zone. S'ils n'arrivent pas à avoir une monnaie unique pour toute la zone, toute la charpente institutionnelle risque de tomber parce que le fonctionnement de leur économie dépend de cette intégration. Alors, Alain Bolodjo, on finit avec cette question. Est-ce ce qui s'est passé, ce qui se passe au Sénégal, la démocratie sénégalaise est une leçon pour d'autres pays africains ou non? Il y a des choses à tirer. Il y a des choses à tirer. Il y a un côté positif. Le système électoral a fait preuve d'une certaine indépendance, bien que nous savons que le pouvoir se négocie dans un certain moment. Mais on sent qu'effectivement, il y a eu effectivement une volonté de bien faire les choses. La qualité des élections a garanti l'alternance et probablement ça va apporter l'alternative. Chez nous, par exemple, les gangstérismes électoraux que nous avons subis prouvent ces insuffisances. Les élections au Sénégal n'ont pas été organisées par une centrale électorale telle que nous sommes habitués. Il y a la capacité de publication des résultats. Il n'y a pas eu de bureau de compilation qui ont pris du temps. Et ce qui est aussi vrai, ils n'ont pas utilisé le machine à tricher. Donc, il y a possibilité de faire bien les choses. Peut-être qu'ils ont d'autres avantages que nous n'avons pas. L'étendue. L'étendue. Mais aussi le poids démographique. Et ils avoisinent pratiquement les 19 millions d'habitants. Entre 18 à 19 millions d'habitants, la densité n'est pas si forte que ça. Mais chez nous, nous voyons par rapport à l'étendue, mais aussi par rapport à l'absence de volonté, nous connaissons effectivement des problèmes. Ce qui est important de retenir, c'est que ils ont connu plusieurs présidents. Apparemment, chaque président a un apport. Chez nous, apparemment, chaque fois que l'on change de président, il y a tabula rasa et on sent qu'il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le pays n'est que l'ombre de lui-même, alors qu'au Sénégal, il va trouver certains projets qui ont été conçus par son prédécesseur, réalisés, et je pense que... L'État imparti nous pose un peu un problème. Est-ce qu'il doit travailler avec l'équipe Maki ou... Non, mais lui n'a jamais travaillé dans les structures de l'État. Il ne peut pas prendre le risque de faire tabula rasa, d'amener du sang neuf sans avoir la maîtrise des dossiers. Vous savez, mais son profil, l'administration, je ne sais pas comment l'administration, le niveau de l'administration sénégalaise, mais je pense que dans l'administration politique... Il est maire. Non, maire, il est dans la micro. Ici, nous sommes en train de parler de la superstructure. C'est-à-dire que celui qui a été un bon bourgmestre, ce ne sera pas nécessairement un bon président. Parce que dans la présidence, il y a la dimension diplomatique, il faut prendre en compte toutes les entités que lui n'a jamais gérées. En réalité, si vous accédez au pouvoir, vous devez sélectionner ceux qui sont le porteur de la vision que vous voulez combattre soit là. C'est avec eux que vous allez analyser le point fort et le point faible et préconiser des choses. C'est que moi, je peux leur demander de ne pas commencer par des réformes. Ils doivent d'abord faire un état des lieux, comprendre le pour et le contre, et après initier des réformes. Parce que si vous faites de manière sauvage, comme l'a tenté de le faire M. Félix Sekedi, vous chambardez l'ordre et ça va créer ce qu'on appelle le dysfonctionnement systémique. Et c'est ce qui est fatal pour la gouvernance. Merci beaucoup Alain Bolodjo. Nous allons continuer cette série d'émissions avec Alain Bolodjo et d'autres acteurs politiques. Je pense que nous allons prendre tout le monde, en tout cas des gens qui réfléchissent sur l'actualité continentale, africaine, même internationale,
pourquoi pas l'actualité au niveau local, la République démocratique du Congo, notre très cher beau pays, réveil africain. Je suis Camille Clégan, qui est le dieu de toutes. J'ai recevé Alain Bolodjoa, président d'un grand parti politique. Là, je dois signaler les BAT, un politicien de l'opposition en République démocratique du Congo, qui est le dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Je suis Camille Clégan. Au revoir.